Effectivement, le programme de surveillance du lac permet de mettre en évidence différents points concernant l'état de santé du lac. Et ces résultats sont compilés chaque année dans les rapports scientifiques, ce qui permet de suivre l'état de santé du lac une année et puis de voir son évolution au cours de plusieurs années. Donc ce qui en ressort du point de vue de la température, c'est qu'on note un réchauffement de la masse d'eau. Un point plus positif, c'est la diminution du stock de phosphore dans le lac. Donc, suite aux efforts qui ont été faits et aux performances des stations d'épuration, on a réussi à réduire le stock de phosphore et ça se voit encore sur les 10 dernières années. On a encore une diminution des concentrations. Au niveau du phytoplancton, qui est donc à la base de la chaîne alimentaire, on a quelque part un paradoxe qui est que comme on a moins de phosphore, mais on a toujours autant de phytoplancton. Le phytoplancton se nourrit du phosphore, donc ça c'est donc un paradoxe sur lequel les scientifiques travaillent et dont on n'a pas encore la réponse. Le zooplancton, c'est donc l'étage intermédiaire entre le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire et puis les poissons. Donc c'est un compartiment bien particulier parce qu'il permet le transfert de la matière des nutriments, du phytoplancton jusqu'aux poissons. Et là c'est un peu inquiétant puisqu'on a une baisse de la biomasse de ce zooplancton. Ces 10 dernières années, on note une baisse notamment d'une espèce qui s'appelle la daphnie qui est consommée par la FERA, par le Coregon. Ensuite, au niveau du Coregon, donc de la FERA, on observe une rapide augmentation jusqu'en 2013, suivie d'une rapide diminution du stock. Donc, le programme de surveillance met aussi en évidence la présence de micropolluants dans les eaux du lac, en particulier des pesticides, des médicaments, des traces de métaux. Depuis quelques années, on a une nouvelle invitée dans le lac qui est la moule quagga, donc une cousine de la moule zébrée. Le programme de surveillance met effectivement en évidence dans les eaux du lac la présence de médicaments et de métaux. Donc, leur origine sont des rejets industriels et la consommation de médicaments concernant les médicaments. Concernant les métaux, on a aussi des rejets industriels et une origine du mobilier urbain. Sur l'effet des médicaments et des métaux sur l'état de santé du lac, alors d'abord par rapport aux médicaments, on connaît peu l'écotoxicité de ces médicaments sur les micro-organismes présents dans le lac. Il y a des métaux effectivement très toxiques comme le mercure, le cadmium et d'autres qui s'accumulent aussi dans les sédiments, dans la chair des poissons et qui est présent dans toute la colonne d'eau. Les médicaments qu'on détecte dans le lac sont des médicaments qu'on recherche et ça, le programme de surveillance, il a évolué, il évolue en fonction des nouvelles molécules produites par l'industrie pharmaceutique et puis aussi par les médicaments qui sont potentiellement consommés par la population présente dans le bassin versant du Léman. En 2014, un antidiabétique a été introduit dans les substances recherchées dans le cadre du programme de surveillance, c'est la metformine. Et aujourd'hui, c'est le médicament qu'on retrouve le plus dans le lac. Ensuite, je crois que c'est en 2018 ou 2017, il y a son produit de dégradation, la guanylurée, qui a été introduit donc dans le programme de surveillance et on la détecte évidemment à des concentrations significatives. Par rapport à l'antidiabétique, la metformine, les concentrations oscillent depuis 2014 aux alentours de 0,5 microgrammes par litre. Il y a d'autres médicaments qu'on retrouve à la baisse, donc ce qui est à mettre en lien avec les efforts qui sont faits pour réduire les rejets industriels. On ne connaît pas encore très bien la toxicité de ces médicaments dans les eaux du lac
et que pour les 6 médicaments les plus présents dans le lac, on ne dispose pas de valeur seuil. Le cadmium présente plusieurs dépassements au cours des 10 dernières années, en 2014 et je crois en 2019. La concentration en cadmium a dépassé les 0,2 microgrammes par litre. On a la législation suisse sur la protection des eaux, donc on a une ordonnance eau et une deuxième ordonnance sur l'eau potable. On a les équivalents dans les textes européens dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, avec d'une part une directive plus axée qualité de l'eau des eaux superficielles, donc des eaux du lac, et les eaux à destination de la consommation humaine. Les valeurs seuil sont proches les unes des autres. À ma connaissance, je ne dirais pas que l'une des législations est plus sévère que l'autre. Comment optimiser le fonctionnement des steppes? Il y a deux aspects. D'une part, continuer la réduction du phosphore en sortie des steppes, donc améliorer l'efficacité du traitement de ce nutriment. Deuxièmement, c'est traiter les micropolluants. Tout d'abord parce que la population grandit sur le bassin versant du Léman. Donc on est amené à ce qu'il y ait de plus en plus de rejets domestiques. Deuxièmement, il y a une nécessité d'encore faire un petit effort pour réduire le phosphore dans le lac parce que les concentrations restent au-dessus des 15 microgrammes par litre. C'est donc un objectif que s'était donné la CIPEL, c'était de passer sous la barre des 15 microgrammes par litre dans le but de réduire la production algale et de maintenir un développement durable du lac. Le troisième élément, c'est la nécessité d'optimiser le fonctionnement des steppes, c'est par rapport aux micropolluants et particulièrement aux médicaments, car leur présence dans les eaux du lac n'est pas souhaitable. La répétition des brassages partiels hiver après hiver, et donc l'absence de brassage complet en hiver, pose plusieurs problèmes pour le lac. Alors, un brassage partiel en hiver, c'est qu'en fait le lac reste divisé en deux couches. Donc on a une zone profonde déconnectée, disons comme ça, de la zone de la couche de surface. Donc ça bloque les échanges entre ces deux couches. Donc il y a une première conséquence à ça, c'est qu'on observe en l'absence de brassage complet, donc depuis 2012, le dernier brassage complet c'est mars 2012. Donc depuis cette date-là, on observe une augmentation de la température dans le fond du lac, à une augmentation qui est plus élevée que l'augmentation de la température en surface. Donc ça, c'est un risque pour les organismes vivants dans le fond du lac, d'avoir des températures plus élevées. La deuxième problématique, c'est la désoxygénation du fond du lac. Donc l'absence de brassage complet empêche la zone profonde de se réoxygéner. Parce que donc la réaération qui se produit à la surface du lac ne bénéficie pas à la zone profonde. C'est seulement dans le cas d'un brassage complet que les eaux de surface sont mélangées aux eaux du fond et que donc on gagne en oxygène entre guillemets au fond du lac. Ça, c'est à nouveau, comme pour la température, un risque pour les organismes vivants puisque privés d'oxygène, certains organismes ne peuvent pas vivre. Enfin, cette absence de brassage complet donc induit cette désoxygénation du fond du lac, et cette désoxygénation induit donc on appelle ça un relargage. Donc il y a du phosphore piégé dans les sédiments qui se libère dans les eaux du lac. Ça, donc on observe ça depuis 2012, une augmentation des concentrations en phosphore dans le fond du lac. A priori, comme ça, c'est pas trop problématique parce que c'est bien déconnecté de la surface, donc ces nutriments vont pas rentrer dans la chaîne alimentaire. En revanche, à l'occasion d'un futur brassage complet, ce phosphore qui est actuellement au fond du lac en quantité relativement importante par rapport à la surface va être redistribué sur toute la colonne d'eau, et on peut s'attendre, suite à un brassage hivernal complet,
à une productivité algale, un développement plus important l'été d'après, le printemps-été suivant.